depuis plus de 92 ans. Qu'est-ce qu'il y a encore, Grand-papa demanda Germaine sans même ralentir son mouvement de va-et-vient frénétique. Le vieil homme poussa un soupir qui semblait venir du fond des Edges, un son mêlant fatigue et reproche. Cela fait 3 jours que je ne dors pas, maugréait-il avec une voix aussi chevrotante qu'une vieille radio mal réglée. Germaine s'arrêta net, posant une main autoritaire sur sa hanche. Elle le regarda avec un mélange complexe des agacements, de pitié et de cette affection rugueuse qu'elle réservait à ses proches. Elle savait que le vieillard avait tendance à exagérer ses mots pour attirer l'attention, mais elle ne pouvait s'empêcher de mordre à l'hameçon. « Allô, je faisais juste un petit peu de ménage là. J'y étais justement à ce point de prendre une petite pause, tu sais. » Elle soupira à son tour en rangeant ses produits de nettoyage sur le buffet. Elle aimait dire qu'elle faisait le ménage comme si c'était une mission sacrée, une sorte de vocation divine contre le désordre universel. « Ah, bonne tailleule, je suis bien sale, pensa-t-elle à voix haute en s'essuyant le front. Il faudrait que je me nourrisse un peu pour tenir le coup. Elle se souvint soudain des un dit-il crucial qui lui avait échappé dans sa fureur ménagère. « Hey, prends ça, je suis bien sale. » J'y ai oublié d'ouvrir la cave pour lui. La cave était le territoire exclusif de Grand-papa, son refuge secret, son dernier bastion des intimités où il entreposait des souvenirs poussiéreux et des objets hétéroclites dont personne des autres ne voulait. Germaine s'adressa à elle-même, ou peut-être au vide de la pisse, avec cette franchise brutale qui la caractérisait. « Ferme-toi, moi. J'y ai élevé 6 enfants tout seul, mais on n'a pas un mordu qui aime à donner autant de troubles que toi. » Qu'est-ce que je disais non? Ah oui, le ménage. Elle s'appuya contre le buffet, les yeux perdus dans le vague, et se mit à raconter à voix haute une anecdote récente, comme elle le faisait souvent pour donner du sens à ses journées. Et l'autre jour, M. Curie a fait une petite visite, M. Curie Saint-Pierre. Il regardait la maison avec ses petits yeux curieux, tournant la tête comme un oiseau. Il a dit, « Madame Lebrun, vous et le bon Dieu, vous tenez une morde et une belle mêle. » J'y ai répondu « Merci beaucoup, Monsieur Curie, merci beaucoup. » Mais au fond de moi, je pensais qu'il devrait voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. La vie de Germaine n'avait jamais été un long fleuve tranquille. C'était plutôt une succession de cascades et de remous. Elle aimait rappeler à qui voulait-elle entendre qu'elle avait passé chaque seconde de sa vie à frotter, à balayer et à ranger les dégâts à l'aise par les autres. À l'âge de 18 ans, elle avait épousé Roger Lebrun. C'était un mariage précipité par ce qu'elle appelait ironiquement une maladie chronique, la grossesse. Le lendemain même du mariage, elle était déjà de retour à ses corvées, le ventre s'arrondissant un peu plus chaque jour, mais le balai toujours fermement tenu à la main, prête à affronter l'avenir. C'est à ce moment précis que Carole, sa fille unique, entra dans la cuisine. Carole était la grande fierté cachée de sa mère. La jeune femme jonglait avec courage entre son travail épuisant de serveuse et ses études de psychologie à l'université, une forme de persévérance que Germaine admirait en silence, même si elle préférait s'utiliser les pics pour exprimer son amour. « Allô maman, dit Carole en remarquant le silence inhabituel et à l'air hagard du vieil homme assis sur sa chaise. Grand-papa a l'air tout calme, c'est suspect. Bien oui, répondit Germaine en jetant un regard en biais vers le patriarche. Je ne sais pas pourquoi. Elle changea brusquement de sujet, remarquant que sa fille était plus apprêtée que d'habitude. Et, grosse date à ce soir toi. Tu as sorti le grand jeu. Ce n'est pas une date maman, corrigea Carole avec un soupir d'exaspération. C'est juste un petit verre tranquille avec une connaissance. Un petit verre tranquille, répéta Germaine avec une grimace de scepticisme profond. Ça, c'est ce que tous les hommes disent pour endormir la méfiance. Les autres, ils pensent que la vodka est un simple lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite que elle éclaire. Tu peux bien rire ma fille, mais tu devrais m'écouter. Une seconde tu es en train de siroter un pignac au lada en pensant que la vie est belle, et la seconde après, tu as les 2 pieds jetés dans les étriers à l'hôpital et il y a le docteur qui hurle de ne pas pousser vers vous le 10. Maman, j'y ai compris, le message est passe, intervint Carole en levant les yeux au ciel vers le plafond craquelé.
Elle aimait passionnément sa mère, mais les conseils matrimoniaux de Germaine étaient toujours teints de ses propres batailles passées. Bon, j'y vais, maman, ajouta Carole en ajustant son sac et en se dirigeant vers la porte des entrées. Veux-tu un petit café avant de partir, jeune, demanda Germaine, essayant de retenir sa fille encore quelques minutes. Non, non, merci, maman, je suis déjà en retard de 5 minutes. Germaine la regarda et s'éloignait avec une pointe d'inquiétude maternelle qu'elle masquait derrière une plaisanterie. Tu as déjà peur que ça, il va arriver en retard, lui, avec. Et après ça, il va venir trop vite. Elle sourit malicieusement en criant vers la porte. Carole, ma belle Carole. Quoi encore, demanda la jeune femme depuis le couloir. Tu es magnifique. Mais regarde bien tes petites culottes, on ne sait jamais. Carole disparut dans un éclat de rire, laissant Germaine seule avec ses réflexions et le tic-tac de la vieille horloge. Elle se sentait investie d'une mission qui dépassait la simple tenue d'une maison. Elle ne se voyait pas comme une simple ménagère, mais comme une pilier de la communauté. Elle tenait aussi un kiosque aux marches locales, vendant des fruits et des légumes frais, ce qui faisait d'elle une femme des affaires redoutable à ses propres yeux. Elle ne supportait pas les clients indécis qui touchaient à tout sans jamais rien acheter. Et l'autre jour, elle avait carrément tensé une femme qui manipulait une banane avec trop d'insistance. Madame, c'est une banane, pas une bisoune. Elle ne viendra pas plus grosse simplement parce que vous la tentez. Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau et Bruno, son fils, entra. Il avait l'air totalement abattu, les épaules affaissées comme si le poids du monde entier reposait sur lui. Bruno était le sensible de la fratrie, celui qui portait ses émotions à fleur de peau et qui venait toujours chercher un peu de réconfort, même maladroit, auprès de sa mère. « Allô mon trésor, dit Germaine en tentant d'égayer l'atmosphère lourde. C'est quoi la promotion cette semaine au travail? Des burgers encore. Elle essaya de lui arracher un sourire en imitant des bruits de percussion avec ses mains sur la table, mais Bruno restait en mur dans son chagrin. Pourquoi es-tu si triste, mon grand? Est-ce que Winnie et l'ourson est debout à sa maman? Tu n'as pas encore eu des problèmes avec la police, j'espère. Ben non, maman, c'est Geneviève, répondit-il d'une voix sourde. Ah, la belle Geneviève, soupira Germaine. Elle a encore casse. Elle écœurante et toujours à y aller et à revenir comme un boomerang. Maman, ce n'est pas une écœurante, c'est compliqué, protesta Bruno avec lassitude. Qu'est-ce que tu as encore fait de travers, demanda Germaine avec une insistance typique. Elle était convaincue que les disputes de couple étaient soit la faute d'une maladresse masculine, soit d'une incompréhension féminine totale. Elle ne aima rien fait de spécial, c'est juste que commença Bruno avant de se raviser brusquement. Pour être tout à fait honnête avec toi, je n'ai absolument pas envie d'en parler pour le moment. Germaine respecta le silence de son fils pendant quelques secondes, même si la curiosité la brûlait. Je comprends, je respecte ça. Mais sérieusement, qu'est-ce que tu as fait, demanda-t-elle à nouveau, incapable de réprimer son instinct d'enquêtrice. Maman, je te l'ai dit, je n'ai pas envie d'en parler. Tu veux au moins un petit café chaud? Non merci maman, mon break est fini et il faut que j'y retourne bien vite si je ne veux pas me faire chicaner. Prends-toi au moins un biscuit avant de franchir la porte, conseilla Germaine. J'y ai des pâtes douces qui viennent de sortir du four. Après le départ précipité de Bruno, la maison retrouva un calme relatif, mais l'esprit de Germaine était en pleine ébullition. Elle s'inquiétait pour l'avenir de ses enfants. Elle était profondément fière de Carole qui étudiait la psychologie entre deux services au restaurant. Celui qui va avoir la chance de te mettre le grappin dessus, ce va être l'homme le plus heureux au monde, pensait-elle avec une conviction imbranlable. Pour une veuve qui a élevé sa fille seule dans ce quartier, ce n'était pas une mince réussite. Grand-papa revint à la charge, se plaignant de douleurs qu'il prétendait insupportables. « Je ne me sens pas bien du tout, Germaine, je crois que c'est la fin, disait-il en se tenant la poitrine. Tu as 92 ans, Grand-papa, c'est parfaitement normal que tu ne te sentes pas comme un jeune premier de 20 ans, rétorqua Germaine avec son pragmatisme habituel. Carole, qui était repassée par la maison entre deux cours pour chercher un livre, s'inquiéta réellement cette fois. « Maman, peut-être que Grand-papa est vraiment malade. »
Ne prends pas de chance inutile, on devrait peut-être appeler le docteur Lépine pour qu'il y jette un œil. Le docteur Lépine s'étonna Germaine en levant les sourcils. Il charge 100 piastres de la chouette en dessous de la table juste pour dire bonjour. Il commence à revenir cher le grand-père. Mais bon, au moins il est bien assure pour ses funérailles, c'est déjà ça de gagne. Devant l'insistance inquiète de sa fille, elle finit par céder. Ok, je vais l'appeler ce fameux docteur. En réalité, tout ce remue-ménage était né d'un incident tragique aux yeux du vieillard. Grand-papa avait trouvé sa petite perruche préférée morte au fond de sa cage ce matin-là, et son moral s'était effondré. Germaine soupçonnait fortement que ce immense chagrin se transformait en maladie physique imaginaire ou réelle. Le docteur Lépine arriva peu après, portant sa mallette noire comme un trésor et affichant un air solennel qui ne trompait personne. « Je suis ici pour examiner votre beau-père, Madame Lebrun dit-il en posant ses affaires sur la table. »« Prenez tout votre temps avec lui répondit Germaine. Il n'est pas au SEDA, il a encore de la ressource. C'est juste une question de temps avant qu'il ne nous enterre tous. Un grand-papa. Est-ce que tu es enfin prêt à mourir ou tu vas encore nous faire attendre? Oui, j'y ai décidé que ça va être fait vendredi prochain répondit le vieillard avec un flegme qui laissa le médecin pantois. Le docteur commença son examen clinique, demandant des tests plus approfondis pour écarter toute pathologie sérieuse. Cela impliquait malheureusement de collecter des échantillons biologiques peu ragoûtants. Germaine, avec son sens de la communication très personnelle, traduisit les demandes médicales complexes à sa façon pour le vieil homme. Il veut et Bobette Sears grand-papa, c'est pour la science. Et l'examen prit une tournure totalement absurde lorsque le docteur demanda à prendre la température rectale du patient. Germaine aida le médecin avec un plaisir malicieux et un peu sadique, annonçant à grand-papa d'un ton en joue qu'il allait bientôt recevoir une petite surprise inattendue. La scène se termina dans un éclat de rire général, du moins pour Germaine et Carole, alors que le pauvre docteur tentait désespérément de conserver un semblant de dignité professionnelle face à l'irrévérence de la famille. Pendant que le docteur se lavait soigneusement les mains, Germaine lui offrit un café, ou plutôt une boisson bien plus forte qu'elle gardait cachée derrière les boîtes de céréales dans la cuisine. Elle observait son beau-père qui, après toutes ces manipulations médicales, ressemblait désormais à une grosse pomme caramel un peu flétrie. Cependant, un incident inattendu survint. Un instrument médical sembla avoir mystérieusement disparu durant l'examen. Disparu s'exclama Germaine, les yeux ronds. Je vous le dis tout de suite docteur, je n'en achèterai pas un autre de ma poche. Elle soupçonna immédiatement grand-papa d'avoir caché l'instrument par pure malice, ou pire, de l'avoir absorbé par mégarde. Le docteur, visiblement inquiet, suggéra avec un sérieux imperturbable d'explorer la cavité pour trouver des gaz de schiste, une métaphore géologique qui fit hurler de rire Germaine pendant de longues minutes. Une fois le médecin reparti avec sa mallette un peu plus légère, Germaine se retrouva seule avec Carole dans la cuisine. Elle ne pouvait s'empêcher de vouloir intervenir dans la vie amoureuse de Bruno pour l'aider à se réconcilier avec Geneviève, malgré les avertissements répétés de sa fille. « Je veux m'impliquer Carole, c'est mon rôle de mère. Je veux être une leader, un guide, comme le gars en Syrie là, Boubédali Bédagbad. Promets-moi de ne pas intervenir maman, je t'en supplie, tu vas encore tout gâcher murmura Carole. Moi intervenir mais tu me connais, je ne niaise jamais avec ces choses-là répondit Germaine avec un clin d'œil qui ne présageait rien de bon. Bien entendu, Germaine Lebrun était incapable de rester les bras croisés. Lorsque Geneviève passa à la maison quelques heures plus tard, Germaine l'accueillit avec un sourire mielleux, des biscuits faits maison et une question frontale qui tomba comme un coup près. « Geneviève, ma belle, pourquoi tortures-tu mon pauvre garçon ?» La discussion, qui aurait pu être constructive, s'envenima en un clin d'œil. Geneviève, exaspérée par l'interférence constante et pesante de sa belle-mère, finit par exploser de colère. « Madame Lebrun, je suis désolée de l'avoir rencontré, je suis désolée d'être tombée amoureuse de lui au début, mais par-dessus tout, je suis désolée qu'il soit obligé de passer sa vie avec une mère aussi dominante et envahissante que vous. » Germaine resta un instant clouée au sol, sans voix, un phénomène rarissime dans cette maison.
J'y espérais un discours un petit peu plus court et plus aimable, murmura-t-elle alors que Geneviève quittait la pièce en faisant claquer la porte. Bruno arriva à cet instant précis, juste pour voir les talons de Geneviève disparaître au coin de la rue. « Qu'est-ce qui vient de se passer encore ici » demanda-t-il avec un soupçon de colère dans la voix. Germaine tenta maladroitement de minimiser l'incident, mais Bruno comprit immédiatement que sa mère avait encore une fois franchi la ligne rouge. Il lui avoua alors, avec une franchise désarmante, que c'était lui qui hésitait à emménager avec Geneviève. Il se sentait encore bien trop jeune pour une telle responsabilité à l'âge de 33 ans. « Tu as raison mon fils, tu es bien trop jeune » s'exclama Germaine, ravie de trouver enfin un allié en son propre enfant pour le garder près d'elle. La journée se termina sur une note douce amère, entre fatigue et satisfaction. Germaine réalisait avec une pointe de tristesse que ses enfants grandissaient et cherchaient leur propre voie, même si elle faisait tout pour les retenir sous son aile protectrice. Plus tard dans la soirée, elle discuta avec ses amies de toujours, Margot et Madame Dufour, de la perversité naturelle des hommes et des gadgets modernes comme les vibrateurs, ce qui mena à des échanges de propos hilarants, crus et totalement décousus. Malgré les cris incessants, les disputes théâtrales et les malentendus chroniques, la maison des Lebrun restait un lieu vibrant de vie où on ne s'ennuyait jamais. Germaine, dans un moment de calme,